Comment on construit des agents efficaces? Je te montre toute notre méthodologie dans cette vidéo, littéralement. Pourquoi tu devrais nous écouter? On signe des dizaines de milliers d'euros de projets IA par mois, que ce soit des agents, même des automatisations de processus métiers, avec mon associé Quentin Gavila dans notre agence Gros Système. Alors, petit disclaimer, avant de commencer cette vidéo, j'ai aucune formation à te vendre sur comment faire de l'argent avec de l'IA. Les templates et toutes les ressources sont disponibles directement dans notre communauté School. Tu peux voir qu'il y a plus de 1900 membres, donc c'est vraiment une grosse communauté francophone sur les agents IA et l'automatisation. Maintenant, si tu es une entreprise et que tu aimerais implémenter des agents IA ou dans tes processus métiers, je te laisse prendre un rendez-vous directement dans la description et on pourra discuter de ton projet ensemble. Donc concrètement, qu'est-ce qu'on va aborder dans cette vidéo? C'est tout d'abord ce que c'est un agent IA, il faut comprendre fondamentalement ce que c'est, et ensuite je vais te montrer les différences, notre méthodologie et le 80-20 que tu devras retenir pour créer des agents efficaces. Fondamentalement, ce que c'est un agent IA, alors tu peux différencier les workflows aux agents IA. Simplement, un workflow, c'est des LLM qui sont orchestrés par du code. Comme tu peux le voir sur la photo, imaginons que tu aies des inputs d'entrée, peu importe ce que c'est, ça peut être un calendrier, peu importe, mais l'idée de la structure est là. C'est-à-dire que tu auras des LLM qui vont réagir en fonction d'une entrée et vont te donner un résultat. Et ça, tu peux le faire de différentes manières. Je vais te montrer les structures classiques que tu peux retrouver, que ce soit dans des workflows ou des agents IA dans la suite de la présentation. Mais voilà l'idée principale d'un workflow. Et un agent IA, c'est un peu plus complexe que ça. C'est un système qui est capable de réaliser des actions vers un objectif précis et spécifique qu'on va lui donner dans son système prompt ou d'une autre manière en fonction de son environnement. Et là, directement, tu peux voir que ça rajoute une complexité car on va créer justement un écosystème autour de l'agent IA pour réaliser des actions spécifiques en fonction d'un objectif. Tu peux le voir à l'image, finalement, en fait, un agent IA, tu peux le résumer comme ça, c'est que c'est un LLM qui va faire des actions sur son environnement à travers des outils ou même d'autres fonctionnalités. Et cet environnement va donner des feedbacks à cet LLM. Et lui, dans sa manière de raisonner, entre guillemets, va continuer de faire des actions ou pas s'il a atteint son objectif ou non. C'est super important que tu retiennes ces deux différences car la plupart du temps, les personnes utilisent Workflow pour des agents IA ou des agents IA pour des workflows très simples. Donc maintenant, j'aimerais te parler du coup de la différence des agents et des workflows et des actions LLM classiques. Toujours, la question va être, est-ce qu'un agent doit être construit ou pas? Il faut savoir que dans la plupart des cas de la vraie vie, il y a des choses qui peuvent être automatisées à travers un workflow, c'est-à-dire des LLM qui vont être orchestrés par du code, et un agent IA va être plus là pour atteindre des objectifs qui sont beaucoup plus complexes et des tâches qui ont beaucoup plus de valeur. Pour y répondre à cette question, est-ce qu'un agent doit être construit ou pas? Voilà les 4 questions fondamentales que tu dois te poser. Concrètement, tu as 4 questions. La première, c'est est-ce que la tâche est complexe? Comme je te l'ai dit, c'est inutile de mettre un agent dans ton processus métier si la tâche n'est pas complexe. Et quand on entend complexe, c'est vraiment qu'il y ait des nuances et une granularité dans la manière de répondre, que un workflow, ou en tout cas qu'il y ait trop de possibilités pour un workflow simple, de répondre à la question. Prenons exemple avec une tâche spécifique qui est de créer un événement dans ton calendrier. Alors là, j'ai encore précisé, mais imaginons que tu veux créer un événement dans mon calendrier. Alors là, j'ai précisé dans mon calendrier, donc ça va être beaucoup plus simple. Tu peux voir que un workflow va pouvoir répondre à cette question. Mais imaginons que tu veux maintenant créer un événement dans un calendrier, dans plusieurs. Mais là, pour ceci, on va devoir mettre un agent en place. Parce que on va pas juste créer à chaque fois une autre ligne pour créer un événement. Il y a même le choix du calendrier à remplir, si tu veux que ça soit un petit peu plus dynamique. Donc là, dans ce cas-là, ce sera beaucoup plus complexe comme tâche et on va mettre un agent à la place pour y répondre. La deuxième question, c'est est-ce que la tâche a beaucoup de valeur? Et quand on entend valeur, c'est au niveau des tokens, au niveau de la tâche par token. Concrètement, si cette tâche ne vaut pas grand-chose et qu'elle peut être automatisée dans le processus métier, ça ne vaut pas le coup de mettre un agent. Ici, j'ai mis des ordres de prix, mais vraiment l'idée que tu veux que tu retiennes, c'est qu'un workflow doit être utilisé quand les tâches n'ont pas beaucoup de valeur et pas beaucoup de tokens à utiliser, et un agent où il y a plus de réflexion à avoir et des tâches beaucoup plus complexes. La troisième question, c'est est-ce que toute la tâche est réalisable? Et ça, c'est une question pratique. Imaginons que ton agent ne puisse pas réaliser la tâche possible. Donc la seule solution que tu vas devoir appliquer est de réduire son périmètre et que donc cet agent puisse le réaliser. Une question sous-jacente à celle-ci, c'est est-ce que la techno aujourd'hui que j'utilise possède des API et des inputs? Il faut savoir que la plupart du temps, comme je te l'ai dit, un agent possède un environnement autour de lui et tu dois donc lui fournir des informations. Et la techno principale pour fournir ces informations-là sont à base d'API et d'appels API.
pour communiquer et connecter toutes tes interfaces et tous tes inputs, donc tes données d'entrée, à ton agent pour qu'il puisse réaliser ses actions spécifiques. La dernière question est ultra importante et peu de personnes se la posent, c'est quel est le coût d'une erreur? Quand on parle de coût d'une erreur, ça veut dire que, imaginons que dans un système où tu vas envoyer une requête dans l'espace, tu mets un agent IA qui va calculer, je ne sais pas, la trajectoire de la fusée, c'est ultra risqué et donc le coût d'une erreur est ultra forte. Maintenant, imaginons que tu veux juste envoyer un brouillon de mail à une personne sur ton Gmail. Alors là, dans ce cas-là, l'erreur est plutôt faible. Le brouillon ne va même pas être envoyé et en plus de ça, maintenant sur NUnet, tu peux mettre des human in the loop. Donc, il faut vraiment te poser cette question-là et une question sous-jacente à celle-ci, c'est est-ce que trouver une erreur est complexe? Imaginons que tu es un agent ou en tout cas un multi-agent ultra complexe avec beaucoup de données. D'ailleurs, on va pouvoir reparler de ça plus tard, mais c'est important de bien définir ton scope avant de commencer et construire ton système IA. Donc, est-ce que trouver une erreur est complexe? Alors la solution pour limiter cette complexité de découverte d'erreurs, c'est de limiter le scope. Dans un système multi-agent, si tu en as énormément, ça va être beaucoup plus compliqué pour toi de trouver l'erreur dans toutes les informations, même si aujourd'hui il existe des techniques qu'on a mis en place pour trouver les erreurs. Donc vraiment, c'est des questions que tu dois te poser avant même de construire un agent efficace. En répondant à toutes ces questions-là, tu sauras déjà si tu mets un agent ou un workflow, si tu dois réduire le périmètre ou pas d'action, et en plus de ça, si l'erreur est risquée ou non. Bien sûr, rien ne vous empêche de combiner des agents ou des workflows. Là, l'idée, c'est vraiment de comprendre et se poser les bonnes questions avant de créer des choses inutiles. Et donc maintenant, je vais te montrer notre méthodologie pour créer des agents IA efficaces. On a 4 points: le périmètre d'action, la construction du système IA et la phase de test, ainsi que l'amélioration ensuite. La première étape de notre méthodologie, c'est de définir le périmètre d'action. Et comment on le définit? Alors, par ordre d'impact, je vais vous montrer, mais en fait, un agent IA, dans sa définition même, dépend de 4 choses. Son environnement, comme je te l'ai dit, son système prompt, donc les informations que tu vas lui donner, ainsi que tes contraintes dans son modèle. Le modèle en lui-même, il faut savoir que certains modèles ont des limitations que d'autres n'ont pas. Et le dernier point, c'est les outils que tu vas lui donner pour qu'il puisse réaliser son objectif. C'est vraiment ces 4 paramètres dont tu peux jouer dessus. Par ordre d'importance, selon moi, c'est l'environnement le plus important, ainsi qu'après le système prompt, les outils et le modèle. Fondamentalement, si tu ne donnes pas à ton modèle, imaginons un agent calendrier, que tu ne donnes pas accès à ton calendrier, il ne pourra rien faire. Donc l'environnement est quand même important, ainsi que les données que tu vas lui fournir. Le système prompt l'est d'autant plus, notamment sur le fait de limiter les erreurs et de rajouter des contraintes. Je vais te montrer ensuite les techniques qu'on a pour limiter ceci. Et le troisième point, c'est les outils. Là, on peut même le mettre au même niveau que le système prompt, car si tu ne fournis pas les outils à ton agent, il ne pourra même pas réaliser la tâche. Et en dernier point, je mettrai le modèle, car aujourd'hui, même si les coûts ne sont pas limitants, je pense qu'un modèle bien peaufiné sur le système prompt, sur l'environnement, et qui a les bons outils qui ont bien été écrits, ça je vais te montrer aussi les techniques, alors je pense que le modèle est vraiment le dernier impactant. Comme tu peux le voir sur mon diagramme à droite, j'ai mis le modèle au centre car c'est le noyau d'un agent IA concrètement, ainsi qu'après le système prompt, les outils et l'environnement global de l'agent IA. Ça peut être bien sûr extrapolé à d'autres agents IA. L'idée c'est vraiment que tu comprennes ça et que tu saches jouer sur ces 4 variables qui vont t'apporter le plus de ROI sur ton agent IA. Le deuxième point sur la chose que tu peux jouer, c'est définir sa structure avant même de construire ton système IA. Alors, quelle structure adopter? Il faut savoir qu'il y a plusieurs structures qu'on peut construire. L'idée, c'est de montrer un peu les fondamentaux et ensuite, à partir de là, tu pourras faire ce que tu veux. On a plusieurs structures. La première structure, c'est la parallélisation. C'est le fait de mettre une entrée pour plusieurs LLM, comme tu peux le voir, et ensuite agréger les résultats de chacun des LLM. C'est une technique qui peut te permettre de gagner en rapidité et même d'améliorer la réponse et la qualité de réponse, notamment dans les techniques de mixture of agents que mon associé Quentin a pu montrer dans ses vidéos. La deuxième structure, c'est l'orchestration. Alors là, c'est la même chose, c'est qu'on a une donnée d'entrée, comme tu peux le voir, et on aura un orchestrateur. L'orchestrateur sera là pour rediriger le flux d'entrée, parce que ça veut dire que le flux d'entrée va être potentiellement différent et qu'il y aura plusieurs types d'LLM pour un cas spécifique. Imaginons que là, tu es un support client, ça peut être intéressant de mettre un orchestrateur pour répondre aux questions spécifiques, que ce soit, imaginons, du support client de matériaux ou un support client de vente, ou etc. Le but ici est vraiment de spécifier en fonction d'une entrée plusieurs sorties et un orchestrateur qui réagit en fonction de cette entrée-là et qui va donner au bon LLM pour réussir la tâche. Tu peux le voir à la fin qu'il y a un synthétiseur. Imaginons que la personne qui répond sur un chatbot ou peu importe l'interface envoie une demande
en plus de matériaux sur le support client de ses ventes ou etc., peu importe, tu vas bien voir que l'orchestrateur va devoir envoyer un LLM spécifié dans les matériaux et un autre dans le support client de vente. Et ces deux LLM vont répondre et vont devoir après être synthétisés dans une réponse globale pour la fournir au client. La troisième structure, c'est la structure d'évaluation. Alors maintenant, on a une entrée comme d'habitude avec un LLM qui va générer une solution. Ensuite, après avoir généré cette solution, il y aura un autre LLM qui va lui évaluer en fonction des critères. Ça peut être du prédictif et du déterministique, à savoir du code, pour justement donner des feedbacks à cet LLM et faire une boucle. Et dès que le LLM évaluateur, donc la porte de sortie, est validée, alors il renvoie l'entrée. C'est ultra efficace pour avoir de la qualité de réponse, mais ça peut augmenter les coûts. Donc là, c'est vraiment à toi de jouer sur la structure pour optimiser cela. Le router est un peu comme la structure d'orchestration, sauf que ici, le but va être vraiment de rediriger la tâche pour un seul LLM spécifique et envoyer un output. Le dernier, j'aurais dû le mettre en premier, mais celui-là, c'est le LLM Chaining. C'est le plus basique des workflows que tu peux avoir, à savoir que tu as une entrée, un LLM, et ensuite une orchestration à chaque fois avec une LLM en chaîne et une sortie pour chacun des workflows, comme tu peux le voir ici. C'est vraiment la base. Et la plupart des gens disent qu'ils ont créé des agents IA en faisant juste du LLM Chaining, qui est complètement faux, parce qu'un agent IA, comme je te l'ai dit, est vraiment plus spécifique à une action, à des objectifs précis et à un environnement sur lequel il va réagir et réfléchir. Et le dernier, c'est agent IA. Donc là, c'est comme je te l'ai montré dans la démo, c'est des actions sur un environnement et des feedbacks de cet environnement. Et ensuite, une interface entre l'humain et l'LLM qui est vraiment importante que tu comprennes ici. Si tu veux pousser encore plus la réflexion, dans ma présentation, dans la description, tu auras un lien vers Anthropic qui explique extrêmement bien le sujet. Après avoir défini le périmètre d'action, tu vas devoir définir tes outils. Donc, les règles que tu dois respecter quand tu définis tes outils, c'est des règles que je ne vois pas souvent passer, mais qui sont ultra importantes selon moi. Garder le format proche de ce que le modèle a pu produire naturellement sur Internet. Car fondamentalement, ce que tu ne sais pas, un LLM a été entraîné sur énormément de données qui ont été agrégées depuis Internet ou même autre part. Donc ça veut dire que précisément, il va réagir et mieux réagir à des données qu'il a plus l'habitude de voir. Donc en tant que créateur de système IA ou d'agent IA, tu dois garder le format sur lequel le modèle a été entraîné. C'est ultra important pour garantir de la qualité de réponse et pour qu'il comprenne ce que tu mets dans ton outil. Le deuxième point, c'est se mettre à la place du modèle. Il faut à chaque fois, et ça c'est la question que je me pose à chaque fois que je crée un outil, est-ce que c'est évident, grâce à la description que je l'ai fournie, et les paramètres d'utiliser cet outil. Si toi, tu ne comprends pas ce que tu as écrit, alors bonne chance pour que le modèle le comprenne. Moi, ma règle que j'explique à chaque fois, c'est écrire comme si c'était un docstring. Je viens d'un univers un peu plus code, donc on a l'habitude de faire des docstrings pour expliquer le code, justement, s'il y a plusieurs personnes qui passent dessus. Et imaginons qu'il y a un docstring, voilà à quoi ça ressemble pour un envoi de mail sur une fonction. Envoie un mail, là c'est vraiment simple. Les arguments, donc c'est les paramètres que tu vas définir avec leur type de valeur et une description et le retour qu'il doit faire. Donc là, c'est un booléen, true si le mail est envoyé, false si non. Donc voilà, vraiment, je veux que tu comprennes cet échange-là. C'est que écrire de manière formatée sur ce que le modèle a entraîné, écrire en format docstring, à savoir qu'il y ait des arguments d'entrée, donc des paramètres d'entrée et de sortie et une description de l'outil et ce qu'il doit faire, c'est ultra important. Maintenant, je vais te montrer une méthode que j'ai découverte récemment, qui est la méthode de Pokayoke. C'est l'objectif de changer vos arguments pour qu'il soit plus difficile de faire des erreurs. Un exemple de Pokayoke que tu peux voir couramment, c'est sur une voiture. Concrètement, pour empêcher le démarrage involontaire d'une voiture, il existe une pédale d'embrayage. Cette pédale d'embrayage fait signe de Pokayoke ici. Ça va empêcher la voiture de démarrer involontairement. Si tu ne fais pas une action sur cette pédale d'embrayage, la voiture ne pourra pas démarrer involontairement. Et là, c'est exactement cette méthode de Pokayoke que tu peux appliquer aux agents IA, que ce soit dans le formatage des workflows, des outils. Tu peux empêcher à l'agent de faire des erreurs, même que ce soit dans le système prompt. Le but vraiment, que tu comprennes, c'est de mettre des barrières pour ne pas faire d'erreurs, ainsi que des contraintes pour éviter qu'il en fasse. Le point que je vais aborder maintenant dans notre méthodologie, c'est la construction d'un système IA efficace. Concrètement, efficace, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est rapide, c'est reliable et il y a un coût faible. Le point principal dont tu dois te méfier avec les agents IA, c'est le point reliable, comme je l'ai montré ici. Comme tu peux le savoir, quand tu utilises des agents IA, le but est d'être sûr du résultat ainsi que de l'entrée. Et pour ça, tu as des méthodes d'évaluation ensuite que tu peux rajouter, ou même des boucles, pour justement améliorer cette capacité et être sûr de ce que tu auras en retour par rapport à une entrée. Les 3 points
pour la reliability, c'est-à-dire la capacité d'être confiant sur ton agent. Tu peux jouer sur les données d'entrée et de sortie, que ce soit le LLM ou les outils fournis, et tu peux améliorer leur formatage pour être sûr d'avoir toutes les informations de la bonne manière possible, dans le bon format que l'agent va comprendre. Le deuxième point, c'est les systèmes d'évaluation à mettre en place pour augmenter cette capacité, que ce soit du déterministique, c'est-à-dire du code et des paramètres et des critères bien définis et clairs, ou du prédictif avec des modèles qui vont évaluer d'autres modèles. Tu peux aussi jouer sur le système prompt ainsi que le LLM en lui-même pour augmenter cette confiance que tu auras sur les cas un peu pratiques, cas spécifiques, que tu peux lui spécifier dans le système. Après avoir vraiment amélioré cette reliability, c'est vraiment le point principal, donc je veux que tu te concentres, tu pourras augmenter la rapidité. Sur cette rapidité, tu peux jouer sur 3 paramètres. Est-ce que mon système a un système de RAG, c'est-à-dire ou d'autres systèmes de retrieval? Là, dans ce cas, tu devras te poser quel outil utiliser. Est-ce qu'il doit être efficace? Combien y a-t-il de données dans le RAG? Donc ça pose beaucoup de questions sous-jacentes, mais c'est important de te poser les questions avant de construire et de rajouter des systèmes de RAG à n'importe quel ajout. Et en fin de compte, pour augmenter la rapidité, tu pourras jouer aussi sur le modèle, mais c'est tous les éléments supplémentaires que tu vas rajouter à l'agent qui vont jouer sur la rapidité de ton agent. Et je veux vraiment que tu te concentres avant tout sur l'aspect reliability et après rapidité et ensuite sur le coût. Car aujourd'hui, c'est pas vraiment important le coût en soi. Les modèles qui sont quand même performants pour des agents IA ne coûtent pas beaucoup. Donc mes conseils quand tu crées ton système, c'est de réfléchir en amont aux données d'entrée et de sortie. Donc voir ce que tu veux, les entrées que tu as, et ensuite définir quel type de données tu vas recevoir, en quel volume, qu'est-ce que tu dois formater justement pour que le LLM le comprenne dans son format qu'il a appris. Et les outputs, c'est le résultat que tu veux, le format de sortie que tu veux. Ça peut être un message, ça peut être une action faite, ça peut être une information à mettre dans une base de données, ça peut être n'importe quel type. Donc tu dois te poser ces bonnes questions au départ et surtout réfléchir avant de construire ton système encore une fois. Après avoir créé ton système, tu vas passer par une phase de test et là, l'idée que je veux que tu comprennes, c'est justement d'être dans cet aspect un peu plus code et logique. Il faut savoir que dans le code, tu as toujours des unit tests, c'est-à-dire des tests sur des petites fonctionnalités spécifiques que tu peux mettre avant et après production, qui vont augmenter les chances de réussir à partir du moment où tu vas mettre ton agent IA ou ton LLM ou tes workflows en production. Donc vraiment, l'idée, c'est de construire des agents comme si on était dans un environnement de code, la création du système étant la partie code que tu vas faire, et les tests du système, que ce soit du user testing, et ensuite après l'amélioration du système. Mes conseils pour cette partie-là, c'est vraiment de tester, séparer vos tests en tâches spécifiques ou en tâches groupées, et faites tester à des utilisateurs avant même la production. C'est assez coûteux de faire tester à des utilisateurs, ça c'est sûr, mais l'idée c'est vraiment que vous testez toutes les possibilités. Vous pouvez même envoyer sur GPT des questions et des réponses en fonction de votre système créé. Aujourd'hui, on peut mettre en place des systèmes d'évaluation pour nos agents IA, mais ça rentrera un peu plus dans la complexité, je pourrais vous montrer plus tard. Et maintenant, le dernier point de notre méthodologie, c'est l'amélioration du système IA. Alors, il faut se poser la question, où peut-on améliorer un système IA? Il y a 3 points. Rajouter soit une nouvelle fonctionnalité, imaginons que vous ayez un multi-agent qui fasse les mails, dès que vous l'avez bien peaufiné sur les mails, vous pouvez rajouter calendrier, complètement. Deuxième point, c'est optimiser les systèmes. Je vous ai dit que sur la confiance après l'avoir construit, vous pouvez améliorer le coût et la rapidité. Et troisième point, c'est fixer les bugs ou les erreurs. Il y aura sûrement toujours des erreurs à un moment X, il y en aura peut-être moins, mais le but c'est de toujours améliorer ce système pour plus qu'il y ait ces erreurs que vous pourrez avoir en faisant vos tests justement utilisateurs ou d'autres. Donc on finit la vidéo avec le 80-20 pour construire des agents IA efficaces. Il y aura 3 règles que je vais vous dire. La première, c'est de ne pas construire des agents IA pour toutes les tâches. L'objectif numéro un des agents, c'est de scaler des tâches, certes chronophages, mais surtout complexes et avec beaucoup de valeur. C'est vrai que la hype de créer des agents pour toutes les tâches possibles est ultra intéressante, mais il faut se poser quand même la question de si c'est utile ou pas d'automatiser des tâches. On s'est rendu compte avec certains clients que des tâches n'étaient pas forcément utiles d'automatiser avec des agents IA et des workflows pouvaient tout simplement faire l'affaire, ou même d'autres options. Le deuxième point, c'est de rester toujours le plus simple possible et savoir exactement sur quel environnement vous allez jouer, les outils que vous allez lui mettre et le système prompt. Imaginons comme exemple, on a un agent calendrier. Je prends toujours cet exemple, je ne sais pas pourquoi, mais voilà un environnement sur lequel il va pouvoir jouer. Il va pouvoir créer un événement, récupérer les éléments d'une journée, récupérer les contacts, récupérer les agendas. Et ça, il faut que vous l'ayez en tête avant même de commencer ces agents. Donc là, j'ai défini exhaustivement les outils qu'il aura, mais c'est toujours intéressant de le faire en amont. Et ensuite, un système prompt solide
et surtout vous poser la question quand vous construisez le système prompt, qu'est-ce qui pourrait foirer dans l'agent IA? Quelles sont les contraintes que je dois mettre pour pas que ça rate justement les poka-yoke? J'ai fourni d'autres exemples ici, notamment sur WhatsApp, et cetera, pour vous montrer un peu des exemples. Et le troisième règle globale, c'est de penser comme ton agent. Se baser uniquement sur la fenêtre de contexte. Et quand j'entends fenêtre de contexte par ici, c'est ultra bien écrit dans une des interviews AI Engineer que j'ai mis juste en bas. Mais voilà, imaginons que vous ayez un agent computer. Concrètement, il a un prompt ici. On a une interface utilisateur. You are a computer user agent. Tu peux cliquer, déplacer ta souris, écrire des choses. Et ta task, donc ta tâche, est de créer et de installer Spotify, de te connecter avec Barry. Donc là, imaginons que votre système prenne des screenshots toutes les 3 à 5 secondes. C'est comme si vous allez déplacer l'outil quelque part sur votre écran et ensuite cliquer. Vous allez attendre 3 à 5 secondes avant le prochain screenshot et dans ce cas-là, vous aurez une autre fenêtre et une autre action qui sera rajoutée dans le système prompt. Donc là, you moved and click. C'est très vague pour l'agent de comprendre cette tâche et de voir s'il avance ou pas dans la bonne direction. Justement, il a un objectif spécifique, à savoir installer Spotify et vous connecter en tant que Barry. Là, avec les informations qu'il a fournies et justement les screenshots qu'il a eus, c'est impossible de savoir s'il est dans la bonne direction. Donc, c'est vraiment important que quand vous écrivez les choses de vos agents, que ça soit du visual avec du multimodal, donc avec des images, des vidéos, et cetera, que vous mettez à la place de l'agent qui va recevoir les informations. Il va recevoir des inputs, il a des contraintes, il a un historique d'action qu'il aura réalisé et vous devez vous placer dans cette fenêtre d'historique pour comprendre les actions de votre agent. Donc voilà, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle t'a plu. N'hésite pas à la liker, à t'abonner, ça me soutient énormément pour créer encore plus de contenu. Si tu as une entreprise et que tu aimerais implémenter un agent IA beaucoup plus complexe dans des workflows, dans des processus métiers, je te laisse prendre un rendez-vous dans la description. Et dans tous les cas, moi je te dis au revoir pour la prochaine vidéo.